Bien. Bismillah. Bon, bonjour, je suis le professeur Saleh, Hassan Saleh, donc votre enseignant de thermodynamique mécanique des fluides. Donc nous sommes dans la troisième séance de cours. Donc la dernière fois nous étions arrivés à à cette partie où j'avais défini euh, des transformations possibles. Donc je rappelle que quatre transformations sont importantes à retenir. Lorsqu'un système thermodynamique passe d'un état initial caractérisé par P1, T1, V1 jusqu'à un état final caractérisé par P2, V2, T2, pression, température, volume. Alors la première transformation simple, c'est la transformation isotherme, qui se fait à température constante. Donc c'est la transformation que vous avez ici. La deuxième transformation simple, c'est la transformation isobare, qui se fait à pression constante. Donc c'est la transformation que vous avez ici. Ce diagramme où la pression P est représentée en fonction du volume V. Ce qu'on appelle le diagramme de Clapeyron. La troisième transformation simple, c'est la transformation isochore, qui se fait à volume constant. Donc le volume il est là, donc le volume constant, c'est la transformation que vous avez ici. Et enfin, la transformation adiabatique, c'est la transformation qui se fait sans échange de chaleur, qui correspond à une équation d'état qui s'écrit sous la forme P fois V à la puissance gamma est égal à une constante. Comme j'avais dit la dernière fois, gamma c'est une constante que nous allons définir par la suite. La signification de gamma, nous allons donner sa signification par la suite. D'accord? Et donc, P est égal à une constante divisée par V à la puissance gamma. P est égal à une constante divisée par V à la puissance gamma. C'est comme si vous aviez une fonction f de x, qui est P, est égal à la constante divisée par x à la puissance gamma. Donc une fonction f de x est égale à une constante divisée par x à la puissance gamma. Sa forme, son allure, il est comme ça. D'accord? Ensuite, nous avons vu ce que c'est un cycle thermodynamique. Un cycle thermodynamique, je pars d'un état initial 1, je passe par un certain nombre de transformations simples successives, c'est-à-dire l'une après l'autre, pour revenir enfin au même état initial. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un cycle. Alors bien évidemment, vous voyez que le cycle, il peut être parcouru dans ce sens-là. Regardez le sens de la flèche. Je pars comme ça, comme ça, comme ça. Donc c'est le sens de rotation des aiguilles d'une montre. Mais le cycle peut être aussi parcouru dans le sens inverse. peut être aussi comme ça. Et donc ça, c'est le sens trigonométrique. D'accord? Mais ce qui est important pour un cycle, c'est que l'état initial soit parfaitement confondu avec l'état final. Bien, donc ça, nous l'avons vu la dernière fois. Alors maintenant, nous allons passer au paragraphe 1.5, dans lequel on va parler de l'énergie, le travail et la chaleur qui sont échangés par le système thermodynamique avec le milieu qui l'entoure, c'est-à-dire ce qu'on appelle le milieu extérieur. D'accord? Donc si vous avez votre système thermodynamique qui contient de la matière, qui a une masse petit m, qui occupe un volume V, qui est porté à une température T, d'accord, et qui est soumis à une pression P, l'extérieur, c'est des conditions différentes. La température d'extérieur, c'est une température T extérieure. La pression extérieure, c'est une pression extérieure. D'accord?
Et donc, il va y avoir automatiquement un échange d'énergie sous forme de travail et sous forme de chaleur. Si votre système il a une température plus grande que celle du milieu extérieur, et donc le système il va se refroidir, ça veut dire que le système il va donner de la chaleur au milieu extérieur. Par contre, à l'inverse, si votre système il a une température plus faible, plus petite que celle du milieu extérieur, par exemple, s'il fait très chaud à l'extérieur, si à l'extérieur il fait 45 degrés C et qu'à l'intérieur il fait 25 degrés C, donc 25 degrés C c'est plus petit ou bien c'est plus faible devant 45, qu'est-ce qui va se passer? C'est le milieu extérieur qui va donner de la chaleur au milieu intérieur, c'est-à-dire le système. Donc le système, dans ce cas, il va recevoir de la chaleur auprès des milieux extérieurs. D'accord? Donc, c'est-à-dire que, vu que les conditions, ou bien les variables d'état que vous avez ici, qui sont la pression, le volume et la température, ne sont pas les mêmes que celles du milieu extérieur, donc automatiquement, il va y avoir un échange de l'énergie sous forme de quoi? Sous forme de travail et sous forme de chaleur. Donc ça, c'est tout à fait évident. D'accord? C'est tout à fait évident. Alors, je commence par l'énergie. Alors, l'énergie, il est défini comme la capacité d'un système à effectuer des travaux ou de produire de la chaleur. L'énergie potentielle et l'énergie cinétique sont des formes macroscopiques de l'énergie. C'est-à-dire, on peut les mesurer. On peut mesurer l'énergie potentielle, on peut mesurer l'énergie cinétique. D'accord? Alors, je rappelle que l'énergie cinétique, il est lié à la vitesse. Si vous avez un poids matériel, vous avez vu que l'énergie cinétique, c'est un demi la masse fois la vitesse au carré. Et l'énergie potentielle, il est lié à l'existence de ce qu'on appelle les forces conservatives, c'est-à-dire les forces qui dérivent d'une énergie potentielle. D'accord? Donc, ce sont des forces qui vous donnent une énergie potentielle. On les appelle les forces conservatives. Et donc, bien évidemment, vous avez une énergie cinétique, vous avez une énergie potentielle, et la somme des deux, ça forme ce qu'on appelle l'énergie totale ou bien l'énergie mécanique. Et donc, l'énergie totale de notre système, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Mais ici, je parle de l'énergie interne. Alors, l'énergie interne, j'avais déjà parlé de ça à plusieurs reprises dans les deux premières séances. Donc, l'énergie interne, c'est quoi? C'est l'énergie. Alors, on appelle l'énergie interne d'un système l'ensemble de toutes les énergies qui se manifestent au niveau des particules microscopiques. Ça veut dire les énergies qui existent entre les particules qui constituent le système. Et c'est quoi les particules qui constituent le système? Ce sont les électrons, ce sont les atomes, ce sont les molécules, ce sont, d'accord, tout ce qui existe au niveau microscopique dans le système. Et donc, puisque le système il est porté à une température T, et donc il va y avoir une énergie, une agitation thermique, ça veut dire un mouvement aléatoire des particules, ça veut dire il va y avoir une énergie cinétique. Alors bien évidemment, les charges électriques, ils sont chargées entre elles. Il va y avoir aussi des énergies d'interaction qui sont dues à l'existence des forces électrostatiques. Donc, au total, au niveau des particules microscopiques, c'est-à-dire les atomes, les molécules et les électrons, tout ce qui constitue au niveau microscopique notre système, et donc il va y avoir une énergie cinétique microscopique plus une énergie potentielle, et ça c'est ce qu'on appelle l'énergie interne, c'est-à-dire l'énergie à l'intérieur interne du système. D'accord? Bien évidemment, dans le système international des unités, l'énergie s'exprime en joules, ou bien on peut l'exprimer aussi en électronvolts. Alors, je vous ai déjà parlé de ces unités. Un électronvolt, c'est 1,602 10 à la puissance moins 19 joules. Et c'est quoi l'énergie totale du système? L'énergie totale, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique plus l'énergie interne. Donc, l'énergie interne. Donc, on définit l'énergie totale d'un système, la somme de son énergie mécanique, donc, disons, macroscopique, c'est-à-dire cette énergie cinétique macroscopique, plus l'énergie potentielle macroscopique, plus l'énergie interne. D'accord?
Donc voilà, donc l'énergie totale, c'est l'énergie mécanique, l'énergie mécanique, d'accord, plus l'énergie interne. C'est-à-dire c'est l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle, plus l'énergie interne. Donc voilà. Donc ça c'est l'énergie totale. Bien. Le travail, alors le travail bien sûr, pour qu'une force, on dit qu'une force est le travail, si la masse se déplace. Parce que le travail élémentaire, c'est le produit de la force fois le déplacement. Donc il faut qu'il y ait un déplacement. S'il n'y a pas un déplacement, il n'y a pas de travail, d'accord? Et donc ici vous avez l'exemple d'un système thermodynamique qui est le gaz qui se trouve dans ce volume. Alors le piston il est là. Et donc le piston il peut se déplacer. C'est-à-dire que la force exercée par le piston sur le gaz, il peut se déplacer. Donc il va y avoir un travail. Donc ça c'est le piston au départ il était là. Alors si j'appuie à travers par l'intermédiaire d'une force extérieure, donc par exemple j'appuie avec ma main, d'accord, donc j'appuie et donc le piston il va se déplacer vers l'intérieur pour avoir une compression, c'est-à-dire une diminution du volume et une augmentation de la pression du gaz. Et donc dans ce cas, il va y avoir un déplacement du piston, c'est-à-dire que la force et le travail. C'est quoi le travail de la force? C'est la force fois le déplacement. Donc vous avez vu ça en terminale. Si vous avez une force qui s'applique à un objet, et bien c'est quoi le travail? C'est le produit de la force fois le déplacement. Et donc voilà. Et donc le travail est une forme d'énergie. C'est l'énergie qui accompagne une transformation. Donc une transformation, ici vous étiez à l'état initial, vous allez à l'état final. Donc lorsque je passe de l'état initial à l'état final, donc il y a un déplacement, donc il y a un travail. Il n'est pas une propriété du système. C'est un processus effectué par ou sur un système, mais un système ne contient pas de travail. Donc c'est un travail qui est effectué par un système. Le système c'est tout ça, et donc voilà, donc il y a un déplacement. Ça veut dire la pression il change, donc la pression il change. Au départ, la pression il est plus faible, mais à l'état final, la pression il est plus grande. Donc pendant le mouvement, pendant le passage de l'état initial 1 à l'état final 1, la pression elle a changé en fonction du volume. Donc la pression il a changé en fonction du volume. À l'état initial, vous aviez un grand volume, le gaz il occupe un grand volume, et la pression elle est très faible. Mais à l'état final, le piston il est là, le gaz il occupe un petit volume, et la pression il est plus grande. C'est-à-dire que la pression il dépend de V. On peut dire que la pression c'est une fonction de V. La pression elle dépend du volume. Si le volume augmente, la pression il diminue, et si le volume diminue, la pression il augmente. Donc c'est-à-dire que la pression c'est une fonction qui dépend du volume occupé par notre système qui est le gaz. Alors ici on dit que le travail il est reçu dans ce cas. Dans la compression, on dit que le gaz, le système, il reçoit du travail. Pourquoi? Parce que c'est moi l'agent extérieur, c'est moi qui appuie sur le piston. Le piston il s'est déplacé de la position initiale vers la position finale grâce à la force extérieure. Donc, grâce à la force extérieure, c'est-à-dire que le système il va recevoir du travail. Parce que c'est moi l'expérimentateur, c'est moi l'utilisateur qui va appuyer sur le piston. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gaz il va recevoir le travail. Alors, supposons que je suis à l'état final ici. Et maintenant, je vais relâcher le piston. Donc, je vais enlever ma main. Je vais enlever ma main sur le piston. Qu'est-ce qui va se passer? Sous l'effet de la pression du gaz ici, ce gaz-là, il va pousser le piston. Il va le pousser tout seul. Donc, ma main, il n'existe plus. Il n'y a plus ma main. Mais sous l'effet de la pression qui est élevée de gaz que vous avez ici, il va y avoir une force qui s'exerce sur le piston. Et donc, le piston tout seul, il va se déplacer comme ça.
Le piston tout seul va se déplacer vers la droite ici, sous l'effet de la pression des gaz. Et donc, puisque le piston il va se déplacer, donc il va y avoir un travail. Le travail, il est quoi? Il est donné par le gaz. Donc ce travail-là, maintenant, il est quoi? Il est donné, il est fourni par le gaz. Donc, dans la première étape, lorsque je passe de l'état initial à l'état final ici, c'est moi qui appuie sur le piston, c'est-à-dire que le gaz, il va recevoir le travail. Mais si je fais la transformation inverse, pour revenir de l'état initial, de l'état final à l'état initial, alors il fait d'enlever ma main, donc je ne vais plus appuyer sur le piston, et donc qu'est-ce qui va se passer? Le gaz, il va appuyer sur le piston, et donc c'est-à-dire que le gaz, il va fournir du travail. Il va fournir du travail. C'est-à-dire que le travail, en conclusion, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si vous avez un système thermodynamique, il peut échanger un travail avec le milieu extérieur. Alors ce travail, il peut être reçu par le système, comme il peut être fourni par le système. Alors, par convention, si un travail est reçu, on dit qu'il est positif. Et si le travail il est fourni, on dit qu'il est négatif. D'accord? Donc, si on vous dit que le travail échangé par un système est égal à plus 14 joules, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit d'un travail qui est reçu. Mais si on veut dire que le travail échangé par le système avec l'extérieur est égal à moins 14 joules, ça veut dire quoi? C'est négatif. Ça veut dire que le système, il a donné, il a fourni du travail au milieu extérieur. Le travail des forces de pression, alors toujours je reviens sur le piston, et donc sur le gaz qui se trouve dans une pompe à vélo par exemple. Ici vous avez le piston. Alors si j'appuie comme ça, voilà, donc ça c'est à l'état initial. Ensuite je continue à appuyer, j'augmente la pression, je passe à l'état final. Alors l'état initial c'est P1V1, l'état final c'est P2V2. Alors vous avez un cylindre qui a une surface S, alors ça c'est l'axe des X. À l'état initial, la position du piston c'est X1. À l'état final, la position du piston c'est X2. Et donc c'est quoi le volume initial ici? Le volume initial, je peux dire que c'est S fois la surface fois cette longueur-là. Alors cette longueur-là, je peux l'appeler X1. Alors le volume à l'état final, je peux dire que c'est la surface S fois cette longueur-là. Et cette longueur-là, je peux dire que c'est X2, d'accord? Et c'est quoi la pression ici? C'est la force divisée par la surface. Donc c'est la force F1 divisée par la surface. C'est quoi la pression ici? C'est la force F2 divisée par la surface, d'accord? Voilà. Et donc on va établir cette relation, quelle serait l'expression de ce travail effectué par cette force-là. Et donc vous savez que le travail élémentaire d'une force, c'est tout simplement le produit scalaire de la force fois d de x. Alors F, c'est la force exercée sur le piston. Et le déplacement d de x, c'est quoi? C'est le déplacement du piston entre une position x1 jusqu'à une position x2. Donc ça, c'est d de x. C'est ce qu'on appelle le déplacement élémentaire, ou bien le déplacement infinitésimal. D'accord? Donc considérons l'exemple d'un cylindre qui contient un gaz et fermé par un piston, qui peut coulisser sans frottement. C'est-à-dire que le piston il peut se déplacer sans frottement. Il ne frotte pas avec les parois du cylindre. C'est-à-dire que la seule force qui s'exerce sur le piston, c'est F1. La force de contact entre le cylindre et les parois, entre le piston et les parois du cylindre, les forces de contact, hein, ils ne travaillent pas. C'est-à-dire leur travail est égal à 0. Donc le seul travail à considérer ici, c'est le travail de la force F1 ici, c'est le travail de la force F2 ici. Donc, sous l'action de la force F, le piston va se déplacer de la quantité d de x. Ici, c'est x1, ici, c'est x2, et la différence, c'est d de x. Le travail correspondant à ce déplacement est par définition, on appelle ça delta, ça c'est le travail élémentaire. Ça, c'est le travail élémentaire de la force F pendant le déplacement d de x. Alors, bien évidemment, on peut montrer. Alors, c'est quoi F? La force F, nous avons dit que c'est, je divise par S et je multiplie par S. Alors, là, une force divisée par S, par définition, c'est la pression.
Et donc, je peux montrer que c'est égal à quoi? Alors, S fois D de X, c'est D de V. Alors, c'est moins D de V. Pourquoi? Parce que à l'état initial, vous aviez un grand volume. À l'état final, vous aviez un petit volume. Donc, si vous faites V2 moins V1, c'est négatif. V2 moins V1, c'est négatif. Donc, pour avoir quelque chose qui est positif, il faut mettre un signe moins. Il faut mettre un signe moins. Pourquoi? Pour avoir un travail positif. Parce que dans ce cas, le travail il est positif. Pourquoi le travail il est positif? Parce que c'est moi qui exerce la force sur le piston. C'est-à-dire que le travail il est reçu. Tout à l'heure, je vous ai dit que si le travail il est reçu, on va lui donner le signe plus. Donc, comme c'est moi qui exerce une force sur le piston, donc le travail reçu, donc ce travail-là, il doit être positif. Parce que le gaz, il reçoit du travail. C'est moi l'extérieur, c'est moi l'expérimentateur qui appuie sur le piston. Donc le gaz, il reçoit le travail, donc cette quantité doit être positive. Il doit être positif, ça veut dire que cette quantité doit être positive. Alors la pression est positive, D de V il est négatif. D de V il est négatif. Pourquoi? Parce que c'est V2 moins V1. L'état initial, le volume, c'est V1. L'état final, le volume, c'est V2. Donc si vous faites D de V, c'est V2 moins V1. Vous voyez que V2 il est plus petit que V1. Donc V2 moins V1 il est négatif. Ça veut dire que D de V qui est V2 moins V1 il est négatif. Donc pour avoir quelque chose qui est positif, il faut mettre moins. Et donc pour calculer le travail total entre une position initiale A vers une position finale B, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de faire l'intégrale de cette quantité, entre la position initiale et la position finale. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Le travail entre une position A et une position B, c'est l'intégrale de tous ces travaux-là. Donc vous faites l'intégrale ici. Alors le moins, vous le sortez à l'extérieur. Et vous avez donc l'intégrale de P extérieur, parce que c'est moi qui exerce la force sur le piston. Donc c'est moi P extérieur D de V. D'accord? Alors là donc, tout à l'heure je vous ai parlé des conventions de signes. Un système donné peut recevoir comme il peut, un système donné peut recevoir comme il peut, pour recevoir du travail comme il peut en CD. En CD, ça veut dire fournir, ça veut dire donner. Si le travail il est positif, on dit que le système il reçoit de l'énergie ou bien le travail. Si le travail est négatif, on dit que le système il cède, il donne, il fournit, c'est la même chose, il fournit de l'énergie à l'extérieur. Donc, ça c'est à retenir, cette formule-là c'est à retenir parce que tout le temps vous allez avoir à utiliser cette expression. Alors, supposons que je fais maintenant le chemin inverse. Au lieu de pousser le piston vers la gauche, je le tire vers la droite. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si la force F1 est dirigée vers la droite comme ça, et donc il va y avoir une augmentation du volume. Il va y avoir une augmentation du volume. Donc le volume V2 il va venir ici. Donc dans ce cas, V2 moins V1 il va être positif. Il va y avoir ce qu'on appelle une détente du gaz. Une détente du gaz. Donc si je tire le piston vers la droite, le volume V2 il va venir ici. V2 il va être plus grand devant V1. Ça veut dire que V2 moins V1 il va être comment? Il va être positif. Alors V2 moins V1 il va être positif. Ça veut dire que D de V il va être positif, P est positif, donc vous allez avoir un travail qui est négatif. Un travail qui est négatif, ça veut dire que le système il va donner de l'énergie, il va donner du travail. Et ça c'était clair, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Tout à l'heure je vous ai dit que si, donc une fois que vous êtes là, par exemple, une fois que vous êtes là, il suffit de relâcher la force F2, donc vous enlevez votre main par exemple, et bien qu'est-ce qui va se passer? Et bien le gaz il va pousser tout seul, le piston. Donc le piston il va se déplacer vers la droite. Il va se déplacer vers la droite sous l'effet des forces internes de la pression ici. Et donc il va y avoir un travail qui est fourni à l'extérieur. Et donc dans ce cas, il va être négatif. Et donc cette relation-là, si le système, en conclusion, cette relation-là, il traduit, c'est à utiliser quel que soit le mouvement de votre piston, quelle que soit la transformation thermodynamique.
Si vous avez la compression d'un gaz, la compression d'un gaz, ça veut dire une diminution de volume. Une diminution de volume, ça veut dire que D de V il est négatif. D de V il est négatif avec le moins, ça veut dire un travail positif. Donc le système il va recevoir du travail. Si vous avez une détente de gaz, ça veut dire que le volume il va augmenter, ça veut dire que D de V il est positif, P est toujours positif, ça veut dire avec le moins, ça veut dire que vous allez avoir un travail qui est négatif. Ça veut dire le système il va donner, il va fournir, il va céder de l'énergie du travail au milieu extérieur. Donc cette relation-là, elle est capitale, il faut la retenir, vous allez l'utiliser partout dans les exercices. Bien. Alors, une transformation. Alors, donc ici, vous avez le diagramme de Clapeyron, la pression en fonction du volume. Alors, l'état initial, il est là, c'est le point A. L'état final, il est là, c'est le point B. L'état initial, il est caractérisé par un volume VA, une pression PA et une température TA. Alors, je rappelle, la température TA, vous allez la déduire à partir de l'équation d'état. F de PVT égale à 0, P c'est PA, V c'est VA, et vous allez en déduire TA. Alors je passe par une transformation, donc une transformation réversible, donc je passe doucement. Alors je rappelle une transformation réversible, c'est une transformation très lente, très lente. Je passe doucement donc de cet état vers un état d'équilibre, un deuxième état d'équilibre. Je fais la même chose doucement, très lentement, jusqu'à arriver à l'état final. C'est-à-dire, vous avez l'état initial, c'est un état d'équilibre, l'état final, c'est un état d'équilibre, et tous les états intermédiaires sont les états d'équilibre. Pourquoi? Parce que la transformation, elle est très lente. Hein? Je vais doucement, d'accord? Ce sont des états d'équilibre partout. Et donc, ici, l'état final, il est caractérisé par un volume VB, une pression PB et une température TB. TB, bien évidemment, que j'allais déduire à partir de l'équation d'état F de PVT égale à 0, dans laquelle P est égal à PA, V est égal à VA, et je vais en déduire donc, TB. Par exemple, si vous avez un gaz parfait, l'équation d'état c'est P fois V est égal à nRT. Donc, qu'est-ce que vous allez écrire ici? Puisque c'est un état, vous allez écrire PB fois VB est égal à N RTB. Donc, PB fois VB est égal à nRTB. Ça veut dire que TB est égal à quoi? Est égal à PB fois VB sur NR. Ici, vous avez quoi? Vous avez PA fois VA est égal à nRTA. Ça veut dire que TA est égal à PA fois VA sur NR. Si vous prenez un point quelconque ici, puisque la transformation elle est réversible, et tous les états intermédiaires sont les états d'équilibre. Donc si vous prenez un point quelconque entre l'état initial et l'état final ici, par exemple vous prenez ici, ou bien ici, alors la pression, le volume c'est V, la pression c'est P. Alors puisque c'est un état d'équilibre, je peux lui appliquer l'équation d'état. Et l'équation d'état c'est P fois V est égal à nRT, si vous avez un gaz parfait. Et donc, vous allez connaître la valeur de V à partir de là, vous allez connaître la valeur de P à partir de là, et vous allez en déduire la valeur de T. Et c'est quoi T? C'est P fois V divisé par NR. Et vous faites la même chose pour tous les états intermédiaires. Alors maintenant, je veux calculer le travail entre le point A et le point B, le travail des forces de pression. Par définition, le travail élémentaire, c'est moins P extérieur fois D de V. Et donc l'intégrale, c'est le travail total entre le point A et le point B. C'est moins l'intégrale de A jusqu'à B de P extérieur fois D de V. D'accord? Et donc, c'est quoi ça? C'est tout simplement l'air que vous avez ici. C'est la surface qui est en bleu ici. Hein. En mathématiques, l'intégrale de f de x d de x, c'est entre xa et xb, c'est l'air de la surface qui est délimitée par la fonction ici. Et donc, ceci, il représente... Donc, le travail d'une force entre le point A et le point B, c'est la surface représentée ici en bleu dans le diagramme P en fonction de V. Dans le diagramme pression en fonction du volume, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Clapeyron. D'accord? C'est ce qu'on appelle le diagramme de Clapeyron. Alors, vous avez le point A et vous avez le point B, vous avez le point C, vous avez le point D.
Alors, le diagramme P en fonction de V et P en fonction de V, c'est-à-dire le diagramme de Clapeyron, je peux passer de A vers B dans ce sens-là, comme je peux passer de C vers D dans ce sens-là. Alors, si je passe dans ce sens-là, ça veut dire le volume VB il est plus grand devant le volume VA. Ça veut dire qu'il s'agit d'une augmentation de volume. Alors, il s'agit d'une augmentation de volume, ça veut dire que D de V, il est comment? Il est positif. D de V, il est positif, donc vous allez avoir un travail qui est négatif. Un travail qui est négatif, ça veut dire que le système, il donne du travail à l'extérieur. Le système, il donne du travail à l'extérieur. Le système, il fournit du travail à l'extérieur. Le système, il cède du travail à l'extérieur. On dit que le travail, il est moteur. On dit que le travail, il est moteur. Pourquoi? Parce que c'est le système qui donne du travail. C'est le système qui donne du travail. Donc, il est moteur. Alors, si vous avez une voiture, donc la voiture, qu'est-ce qui fait avancer la voiture? Qu'est-ce qui fait rouler la voiture sur une piste? Hein, c'est un travail à l'intérieur. Donc, tout se passe au niveau du moteur de la voiture. C'est pour cela qu'on appelle ça un travail moteur. Un travail moteur, c'est un travail qui est donné à l'extérieur, qui permet de faire marcher une machine, qui permet de faire avancer une voiture, qui permet d'avancer donc un véhicule. Et donc, si dans une transformation A vers B, vous calculez le travail et vous trouvez qu'il est négatif, on dit qu'il s'agit d'un travail moteur. Alors, si je regarde la configuration que vous avez ici, je pars de l'état initial, il est là, c'est le point C, et l'état final, il est là. Et donc, si je passe de C vers D, le volume, il était là, je passe de ce volume-là vers ce volume-là. Ça veut dire le volume, il diminue. Il diminue, ça veut dire que D de V, il est négatif. D de V, il est négatif, P, il est toujours positif, avec le moins, donc vous allez avoir un travail qui est positif. Un travail qui est positif, ça veut dire que le système, il reçoit du travail de l'extérieur. Ça, je l'avais expliqué tout à l'heure. Le système, il va recevoir du travail de l'extérieur. Alors, le système, il va recevoir le travail de l'extérieur. On dit que le travail des forces de pression, il est résistant. Donc, si pour une transformation donnée, vous calculez le travail et que vous l'obtenez, il est positif, vous allez dire qu'il s'agit d'un travail résistant. Il résiste, résistant. Si vous trouvez une valeur négative, vous allez dire qu'il s'agit d'un travail moteur. Donc ça, c'est très important à retenir. C'est très important. On va vous le demander partout. D'accord? Donc remarque, le travail élémentaire dépend des chemins suivis. Alors ça veut dire quoi? Il dépend des chemins suivis. Ça veut dire que ce n'est pas une fonction exacte. Ce n'est pas une fonction d'état. Alors ça veut dire quoi? Elle dépend des chemins suivis. Ici, vous avez le point initial A et vous avez le point final B, c'est-à-dire l'état initial A et l'état final B. Je peux passer de l'état initial A à l'état final B en suivant plusieurs chemins. Vous avez ce chemin numéro 1. Je peux venir aussi de A vers B en suivant ce chemin. Par exemple, je vais partir de là jusqu'au là et je vais descendre de là jusqu'au là. Ça, c'est le deuxième chemin. Je peux considérer un troisième chemin. Je peux faire comme ça. Je peux considérer un quatrième chemin. Je peux faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc, il y a plusieurs possibilités de passer de A vers B. Alors, si vous calculez le travail de A vers B en utilisant ce chemin-là, tout à l'heure, je vous dis que c'est l'aire de cette surface. N'est-ce pas? C'est l'aire de cette surface. Alors, si vous choisissez maintenant le travail de A, si vous considérez le chemin de A vers B, en choisissant par exemple de là jusqu'au là, jusqu'au là. Alors c'est quoi le travail? Ça va être l'aire de cette partie-là. Et donc l'aire, vous voyez qu'il a augmenté l'aire. Donc ça veut dire que l'aire de cette surface-là, il dépend du chemin suivi. Et c'est quoi cette aire-là? C'est le travail. Et donc le travail des forces de pression, il dépend du chemin suivi. C'est pour cela qu'on l'écrit delta W. On ne l'écrit pas dW. Si le travail ne dépendait pas du chemin suivi, on va écrire le travail élémentaire comme D de U.
Mais comme le travail il dépend du chemin suivi, donc on ne peut pas l'écrire comme ça, on va l'écrire delta. D'accord? Bon, ça vous allez le voir en mathématiques peut-être. Les fonctions exactes et les fonctions qui ne sont pas exactes. D'accord? Voilà, donc on dit que ce n'est pas le travail n'est pas une fonction exacte, ou bien on dit que ce n'est pas une fonction d'état. L'autre jour, je vous ai parlé des fonctions d'état. Les fonctions d'état, je vous ai dit, il y a trois fonctions d'état qui sont l'énergie interne U, qui sont l'entropie S et qui sont l'enthalpie H. Ce sont des fonctions d'état. Donc, les variations élémentaires de l'énergie interne, on va l'écrire D de U, c'est pas delta U. On va l'écrire D de U, c'est pas delta U. Pourquoi? Parce que c'est une fonction d'état. Mais le travail, vous voyez que le travail, ce n'est pas une fonction d'état. Pourquoi? Parce qu'il dépend des chemins suivis. Si vous prenez ce chemin-là, voici le travail. C'est l'air, c'est la surface de cette partie. Donc, si vous prenez un autre chemin, vous allez avoir une autre surface. Et donc, ça veut dire que la surface, elle dépend du chemin suivi. Ça veut dire que le travail, il dépend du chemin suivi. Donc, ça, il faut le retenir. Le travail des forces de pression, il dépend du chemin suivi. Ce n'est pas une fonction exacte. Donc, c'est pour cela, le travail élémentaire, on le représente par delta. On n'a pas le droit de l'écrire des droits comme ça. Parce que des droits, c'est pour les fonctions qui sont des fonctions d'état, dont le travail, il ne dépend pas du chemin suivi. Alors, exemple, si vous êtes dans le vide, c'est-à-dire très très loin de la planète Terre, vous êtes dans un milieu, il n'y a pas de force de pression. Donc, c'est-à-dire que la pression extérieure est égale à 0. Et donc, c'est quoi le travail élémentaire? C'est 0, le travail c'est 0. Donc, si vous remplacez ici les forces de pression par 0, vous allez avoir un travail égal à 0. Vous allez avoir un travail égal à 0. C'est normal puisqu'il n'y a pas de la matière. Donc ça, c'est la détente d'un gaz dans le vide. C'est-à-dire le vide, il n'y a pas de force de pression. Mais la détente des gaz dans l'atmosphère, donc à peu près au niveau de la Terre. Au niveau de la Terre, par exemple, ici à Marrakech, on peut dire que la pression des forces de pression, c'est 1 atmosphère. Donc c'est 1 atmosphère, d'accord? Donc il est constant. En atmosphère, il est constant. Donc c'est égal à P atmosphérique constante. Donc c'est quoi le travail? Donc P il est constant. Et donc, si vous remplacez ici P par 1 atmosphère qui est constante, vous avez le droit de la sortir. Et si vous la sortez, vous allez avoir moins P extérieur, l'intégrale de A jusqu'à B de D de V. Et donc, est égal à P extérieur, donc vous allez la sortir. Donc vous allez avoir, c'est moins P atmosphérique. L'intégrale de D de V entre l'état initial et l'état final, c'est le volume final moins le volume initial. Si vous avez un gaz parfait, vous avez le travail élémentaire, c'est toujours moins P dV. C'est quoi P? C'est quoi l'équation d'état pour un gaz parfait? C'est P fois V. C'est P fois V est égal à nRT. D'accord? Pour un gaz d'état, c'est P fois V est égal à nRT. Donc il faut exprimer P en fonction du volume. Alors quoi est égal P? C'est nRT sur V. D'accord? Pourquoi? Parce que pour un gaz parfait, d'accord, vous avez l'équation d'état. La relation entre la pression, la température et le volume, vous avez toujours P fois V est égal à nRT. Ça veut dire P, c'est égal à nRT sur V. Alors, donc le travail c'est quoi? C'est moins l'intégrale c'est l'intégrale de ça. C'est moins nR, l'intégrale de T d de V sur V. Donc il faut calculer ça. Alors si T est constant, vous la sortez. Mais si T dépend de V, il faut la remplacer par son expression en fonction de V. Alors si vous êtes dans une transformation isotherme, isotherme, ça veut dire une transformation qui se fait à température constante. Et donc, quel que soit le volume V, vous avez la température qui est constante. Et donc, T ne dépend pas du volume. Et donc, T, vous avez le droit de la sortir. Et si vous la sortez, vous allez avoir travail, c'est moins nRT, l'intégrale de V sur V. Et l'intégrale de V sur V, c'est log de V. Donc, vous allez avoir log de V2 moins log de V1. C'est log de V2 sur V1. Avec le moins, ça va donner log de V1 sur V2. Donc, voici le travail accompli par une transformation isotherme d'un gaz parfait. Alors, ce travail, il peut être positif, il peut être négatif. Quand est-ce que c'est positif? Pour qu'il soit positif, il faut que le log népérien soit positif. Et le log népérien soit positif, il est positif si V1 sur V2 est supérieur à 1. Ça veut dire si V1 est supérieur à V2.
Alors le volume V1 initial est supérieur au volume V2 final, ça veut dire qu'il s'agit d'une compression. Il s'agit d'une compression. Donc travail positif, il s'agit d'une compression, c'est normal. Donc le travail, donc le système, il va recevoir du travail. Le travail il est négatif, si le log est négatif, ça veut dire si V1 sur V2 est négatif, est inférieur à 1. Ça veut dire si V1 il est comment? Il est inférieur devant V2. V1 est inférieur devant V2, ça veut dire que le volume final il est plus grand, ça veut dire que c'est une détente. Donc c'est une détente, ça veut dire que le travail il va donner, il est négatif, donc il va donner du travail. Alors si la pression est constante, bon si la pression est constante, donc l'intégrale de ça, P est constante et ne dépend pas de V, c'est-à-dire une transformation isobare. Donc il suffit de sortir la pression de l'extérieur, vous allez voir c'est moins P, V2 moins V1. C'est moins P, V2 moins V1, c'est comme ici. D'accord? Donc ça c'est l'expression générale du travail pour un gaz parfait. Alors vous avez deux possibilités, enfin deux exemples. Cas d'une transformation isotherme, le travail se calcule de cette façon. Si vous avez une transformation isobare, le travail se calcule comme ça. Alors si vous avez une transformation isocore, c'est une transformation qui se fait à volume constant. Alors si V constant, d de V égale à 0. Voilà, c'est V constant, dV égale à 0. Et dV égale à 0, ça veut dire le delta W égale à 0, ça veut dire que le travail est égal à 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une transformation qui se fait à volume constant, il ne travaille pas. Voilà. Et son travail, le travail est changé. Pardon. Si vous avez une transformation isocore, ça veut dire qu'il se fait à volume constant, eh bien le travail est changé par le gaz avec le système, avec le milieu extérieur, c'est égal à 0. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que V constant, D de V égale à 0, et donc travail égal à 0. Donc il reste à calculer le travail si vous avez une transformation adiabatique. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a 4 transformations qui sont simples. La transformation isotherme, la transformation isobare. Je viens de vous parler de la transformation isocore pour laquelle le travail est égal à 0. Mais il reste à voir aussi pour la transformation adiabatique. La transformation adiabatique pour laquelle vous avez, il n'y a pas d'échange de chaleur, la quantité de chaleur est égale à 0. Et pour laquelle on peut démontrer que l'équation d'état s'écrit sous la forme P fois V à la puissance gamma est égal à une constante. Donc ça c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc si vous avez une transformation adiabatique, et donc l'équation d'état c'est P fois V à la puissance gamma est égal à une constante. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez écrire que P est égal à une constante divisée par V à la puissance gamma. Donc vous allez venir ici, vous allez remplacer P par une constante divisée par V à la puissance gamma. Donc le travail c'est quoi? C'est moi l'intégrale constante, vous la sortez, il va rester d de V sur V à la puissance gamma. Donc c'est comme si vous avez d de X sur X à la puissance gamma. Et donc l'intégrale de d de X sur X à la puissance gamma, vous êtes capable de la calculer. Et alors ça va donner quoi? Donc une quantité de chaleur. Alors, la signification de gamma, c'est gamma est égal à Cp sur Cv. Alors Cp c'est ce qu'on appelle la capacité calorifique à pression constante. C c'est la capacité calorifique à volume constant. Alors la séance prochaine je vais vous parler de ces capacités calorifiques. Alors pour les gaz parfaits on peut avoir une valeur de 1,67 comme on peut avoir une valeur de 1,4. Une valeur de 1,67 pour gamma si vous avez les gaz monoatomiques, c'est-à-dire qu'ils sont constitués d'un seul type d'atome, d'accord, monoatomique. Et vous avez une valeur de 1,4 si vous avez les gaz diatomiques et 1,3 si vous avez les gaz polyatomiques. Donc pour les gaz qui sont, le CO2 par exemple, les gaz qui sont formés de plusieurs types d'atomes, eh bien le gamma c'est 1,3. Pour les gaz diatomiques, deux types d'atomes, c'est 1,4. Pour les gaz qui sont formés des mêmes types d'atomes, c'est 1,67. Donc ça on vous le donne dans les exercices. Dans les exercices, lorsqu'on vous dit que vous avez un gaz parfait, alors soit qu'on vous donne directement la valeur de gamma,
soit qu'on vous donne les valeurs de CP et CV. Donc ça, c'est pas un problème. Cette relation, on peut la démontrer, si vous avez cette condition qui est satisfaite. C'est-à-dire si vous avez une transformation adiabatique pour laquelle aucune chaleur ne peut être échangée avec l'extérieur. Aucune chaleur ne peut ni pénétrer ni s'échapper du système. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur entre le système et le milieu extérieur. Et donc vous avez les étapes de calcul ici pour calculer ce travail. Alors bien évidemment, le point de départ, c'est le travail élémentaire qui est égal à moins PdV. Tout à l'heure, je vous ai dit que PV à la puissance gamma est égal à une constante. Mais comme il s'agit d'un gaz parfait, j'ai le droit d'écrire aussi que P fois V est égal à NRT. Et donc, il suffit de remplacer ici P par la constante divisée par V à la puissance gamma. Et ça va donner quoi? Et donc, alors là, c'est delta W. Là, il faut corriger ça. C'est pas dW, mais c'est delta W. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il s'agit ce n'est pas une fonction d'état. Si le travail, il dépend du chemin suivi. Donc là, il faut le corriger là, d'accord? Donc là, c'est delta. Là, c'est delta, c'est pas D. Là, c'est delta, c'est pas D. Et donc, le travail élémentaire, c'est moins D de V fois P. P, c'est quoi? C'est constante divisée par V à la puissance gamma. Et c'est quoi la constante? C'est PV gamma. Donc, c'est PV gamma sur V à la puissance gamma. D'accord? Donc, c'est-à-dire que je multiplie par V à la puissance gamma. Voilà, donc je multiplie par V à la puissance gamma et je divise par V à la puissance gamma. Mais PV à la puissance gamma, c'est une constante. C'est une constante. Donc, si je fais l'intégrale, je vais la sortir. Puisqu'il est constant, il ne dépend pas de rien du tout. Il ne dépend pas ni de P, ni de V, ni de T. Et donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester l'intégrale de dV sur V à la puissance gamma. Alors là, vous allez utiliser cette intégrale-là. Généralement, lorsque vous avez l'intégrale de x à la puissance n d de x, c'est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1, bien évidemment, prise entre x1 et x2. Donc, il faut appliquer ça ici. Et vous allez donc avoir cette relation-là. Et vous allez donc avoir le travail total entre l'état initial 1 et l'état final 1, c'est moins PV à la puissance gamma. Et donc, n, c'est quoi n ici? C'est moins gamma. Parce que 1 sur V à la puissance gamma, c'est V à la puissance moins gamma. Donc, le n, c'est moins gamma. Donc là, c'est moins gamma. Là, c'est moins gamma. Moins gamma. Et donc, ça va faire quoi? Alors, si vous multipliez ça par ça, ça va donner quoi? V à la puissance gamma fois V à la puissance moins gamma, c'est quoi? C'est V. Donc vous allez voir, c'est moins PV sur gamma moins 1 avec le moins entre 1 et 2. Ça veut dire que c'est égal à pi de V2 moins P1 V1 sur gamma moins 1. Donc c'est égal à pi de V2 moins P1 V1 sur gamma. Et c'est quoi pi de V2? Si vous utilisez cette relation-là. Pi de V2, c'est NRT2. NRT2. C'est quoi P1 V1? Si vous utilisez cette relation, c'est NRT1. Vous factorisez par NR, vous allez avoir donc NR facteur de T2 moins T1 sur gamma moins 1. D'accord? Donc voilà, donc P1 V1 est égal à ça, P2 V2 est égal à ça, vous remplacez, et vous obtenez donc le travail total pour une transformation adiabatique entre l'état initial et l'état final. C'est N c'est le nombre de moles, je rappelle N c'est le nombre de moles, fois la constante des gaz parfaits, 8,31, 8,32, T2 moins T1, divisé par gamma moins 1. Gamma, c'est le CP sur CV de tout à l'heure. Et donc, le travail, il est négatif, il est fourni. Donc, quand est-ce que vous allez avoir négatif? Si cette quantité est négative. Alors, gamma, il est toujours supérieur à 1. Vous voyez, alors, une chose, gamma est toujours supérieur à 1. 1,67, 1,3, 1,4, donc il est toujours supérieur à 1. Ça veut dire que gamma moins 1, gamma est toujours supérieur à 1, ça veut dire que gamma moins 1, il est toujours positif. Donc pour avoir un travail négatif, il faut que cette différence soit négative. Ça veut dire qu'il faut que T2 soit inférieur à T1. Négatif, donc c'est un travail fourni, c'est un travail cédé, c'est un travail donné. Il est positif si T2 est supérieur à T1. C'est un travail reçu. D'accord? Est-ce que c'est clair? Bien.
Donc maintenant, je termine, je viens de terminer de vous présenter ce qui se passe pour le travail, comment on fait pour calculer le travail. Donc en conclusion, la relation la plus importante à considérer, c'est cette relation-là pour calculer le travail échangé par une transformation entre un état initial et un état final. Alors oui, tout ça, il faut le comprendre, il faut le comprendre, il faut le comprendre, il faut le comprendre. Bien, alors maintenant je vais passer à la chaleur. Alors la chaleur, bon, ça va demander un peu de temps. Donc je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là au niveau du travail. Donc je vous laisse le soin de bien regarder la vidéo. Et donc le lundi, la séance, la troisième séance, donc je vais écouter vos questions et on va discuter. D'accord? Voilà, je vous remercie de votre attention.